Bonjour à tous, bienvenue dans le 8h30 politique, votre grand rendez-vous politique du samedi, ça se passe sur France Info. Ensemble, on refait le film de la semaine, le film des principaux événements politiques. Tout à l'heure, Antoine Baillet pour Comme Paul, la communication politique passée à la loupe. Bien sûr, notre invité surprise comme chaque semaine. Et puis, l'actualité passée en revue par notre invité. Ce matin, il est à gauche, anti-primaire et porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Bonjour Alexis Corbière. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. À mes côtés également, Yael Goz, le chef du service politique de France Info, pour la première question. Bonjour Alexis Corbière. Jean-Luc Mélenchon à Lille ce week-end pour la réunion de votre mouvement, la France Insoumise. On va y revenir. Mais avant cela, ce matin, il y a l'hommage à Nice pour les victimes de l'attentat du 14 juillet. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon n'y sera pas ? Il devait y être jeudi, vous savez, c'était la date qui était prévue initialement. Vendredi, et pour des raisons météo, ça a été déplacé. Nous avons ce grand événement qui est là, mais de toute façon, notre compassion est entière pour toutes les familles, cela va de soi. Et nous envoyons un signal très clair de chaleur, d'affection autant que possible, quelle que soit la position que nous avons. Et en même temps, nous refusons, et je crois que c'est le meilleur hommage à rendre aussi aux victimes, de tomber dans des haines aveugles. Je crois que la manière de rendre hommage à ces 86 victimes, c'est de rester digne, d'avoir la compassion pour eux et de ne pas participer à des tensions qui ne feraient qu'exacerber la situation. L'autre actualité de ce samedi, c'est une grande manifestation dans l'après-midi à Paris et dans plusieurs villes en France contre le CETA qui doit être ratifié dans quelques jours à Bruxelles, Yael. Mais oui, on parle toujours du TAFTA, le traité de libre-échange transatlantique, très mal en point celui-là, mais il y a des négociations très avancées entre l'Union européenne et le Canada pour ce traité qu'on appelle le CETA. En Belgique, le Parlement wallon a mis son veto. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon souhaite que la France fasse pareil, mette un veto? Tout à fait. Je crois que ce traité CETA est dangereux pour notre économie. Il annonce le TAFTA, en fait, c'est son petit frère. C'est la même chose, ce sont des traités qui visent chaque fois à faire baisser toutes les normes et à créer les conditions que des produits, notamment des produits agricoles, rentrent sur le marché et des produits de mauvaise qualité. C'est un vrai sujet tout de même, la malbouffe. Je crois que nous sommes nombreux à ne pas vouloir notamment des poulets lavés au chlore. C'était ce qui était contenu, vous savez, dans le traité TAFTA. Il faut s'interroger. Donc, c'est chaque fois la baisse des normes, alors que je crois qu'il faut exiger, à l'inverse, des normes écologiques, des normes sociales. Donc la logique de tous ces traités économiques de libre-échange, c'est toujours vendre moins cher des produits de moins bonne qualité, alors que c'est tout l'inverse. Ce qui doit nous tourner vers le futur, une fois de plus, c'est des exigences publiques de produits de qualité. Vous savez, par exemple, je parlais de la mauvaise alimentation, qu'une valeur énergétique, à valeur énergétique comparée, une pomme qu'on mange aujourd'hui, elle est 100 fois moins riche énergétiquement qu'une pomme d'il y a 50 ans. Ça doit nous interroger sur quand même ce modèle agricole productiviste aujourd'hui qui est à neuf, et c'est pas en laissant entrer des produits qui sont sur cette base-là que on réglera ce problème. C'est tout l'inverse. Alexis Corbière, dans le 8h30 politique, ensemble, on refait le film de la semaine. Et Yael, cette semaine a été marquée par le premier débat télé de la primaire de la droite et du centre, comme on dit. Un débat très regardé, plus de 5,5 millions de téléspectateurs. Oui, c'est un record. Des téléspectateurs qui ont découvert ou redécouvert les programmes libéraux, plus ou moins libéraux, des candidats, plutôt plus libéral que moins chez Bruno Le Maire. Est-ce que Pôle emploi, ça marche? Mais allez demander aux demandeurs d'emploi. Évidemment que non, ça ne permet pas d'accompagner les demandeurs d'emploi. Donc je propose la privatisation de Pôle emploi. Est-ce que ces fameux emplois aidés que droite et gauche confondus on a fait pendant 30 ans, ça permet à ceux qui en bénéficient de rentrer dans le travail, d'avoir une qualification, un métier? Non. Donc je propose la suppression de ces emplois aidés. Vous savez ce qu'on dit à gauche, Alexis Corbière, que ce ne sera plus avec la droite la fracture, mais la cassure sociale. C'est votre sentiment ? Ouais, c'est assez singulier, ou du moins on revoit la droite telle qu'elle est. Et ça rompt un petit peu d'ailleurs avec une certaine droite qui a pu exister dans ce pays. Et là désormais c'est une avalanche de propositions libérales, de formules choc. Moi j'ai trouvé que ce débat était extrêmement désagréable en vérité, une espèce d'américanisation de la vie politique. Ça discutait plus en échange de slogans que vraiment de programmes. Mais ce qui est terrifiant, c'est que finalement l'idée de l'émission c'était pas choisis ton futur président, mais choisis ton futur châtiment. C'était une succession de reculs sociaux, une surenchère de qui allait en proposer un petit peu plus. Mais la question que moi je pose, c'est comment on en est arrivé là? Et je crois que le fait que la droite soit de droite, c'est peut-être pas un scoop, mais le problème c'est que ce gouvernement, et là je parle de ce qu'a fait Monsieur Hollande, Monsieur Valls, a fait sauter les digues de résistance intellectuelle, culturelle, sociale à cette discussion-là. C'est ce gouvernement qui a dit qu'il y avait un problème avec le code du travail, qu'il fallait alléger. C'est ce gouvernement qui a dit qu'il y avait trop de dépenses publiques. Non mais c'est important, parce que je crois que le glissement vers la droite de ce gouvernement amène à ce que la droite, quand elle discute entre elles, est en quelque sorte dans une hystérie pour aller chercher
ses sympathisants en allant toujours plus à droite. Yael Goz, en termes d'opinion, qui a remporté ce débat? Alors c'est pas moi qui le dis, c'est notre sondage Odoxa France Info, c'est Alain Juppé qui l'emporte dans ce débat. 55% de Français interrogés considéraient qu'il était le mieux placé pour faire gagner la droite avant le débat. Ils étaient 60% 24 heures après. Question, Alexis Corbière, est-ce que vous comprenez ceux qui à gauche se disent pour ne pas avoir un duel Sarkozy-Le Pen au deuxième tour l'an prochain, je me prémunis de ça en votant Juppé à la primaire de la gauche. Non, je suis pas de la droite, pardon. Je suis pas Vous allez voter Juppé, vous? Non, mais je suis pas d'accord parce que ça crée un cynisme chez les citoyens, une absence de dignité dans le débat. Premièrement, monsieur Juppé, il faut vraiment pas avoir les yeux ouverts et écouter ce qu'il dit pour considérer qu'il est moins à droite que monsieur Sarkozy. En disant ça, je ne défends pas monsieur Sarkozy, mais écoutons Juppé. Il est pour la retraite à 65 ans, il est pour baisser les droits des chômeurs, il est pour limiter les droits des syndicats, il est pour gouverner par décret. Donc, et là, il est très bien parti pour remporter cette primaire, d'après tous les sondages, vagues de sondages. On n'a pas le temps de développer, mais les sondages que vous indiquez, c'est sur l'ensemble de la population, ça concerne pas les gens qui viendront voter. Bon, mais surtout, vous voyez dans quelle situation on est. En quelque sorte, pour éviter un duel droite-extrême droite, il faudrait voter pour un homme très à droite. Moi, je dis que pour éviter un duel droite-extrême droite, il faut voter pour un progressiste, un humaniste, il faut voter pour Jean-Luc Mélenchon, il faut voter pour ses idées d'abord. Arrêter ce billard à trois bandes qui fait de chaque électeur un pseudo-stratège qui rabaisse, selon moi, la dignité du débat politique. Alexis Corbière, on a moins d'une minute avant l'info. Vous avez écrit un livre sur les primaires, vous dénoncez une confiscation de la démocratie. Pourquoi ? Parce qu'on le voit aujourd'hui, c'est la sondocratie, on se fait une opinion en fonction, les sondages on dit que, etc. On n'écoute plus ce qui se dit. C'est un jeu de petit cheval, un peu une espèce de PMU politique. Et puis surtout, moi j'avais examiné ce qui s'était passé avec la dernière primaire socialiste, c'est que ceux qui viennent voter sont en général sociologiquement très typés. Les milieux populaires, moi c'est ça qui m'intéresse, c'est la moitié de la population de ce pays, s'abstient aux élections et s'abstient encore plus lors des primaires. Donc ça ne rend pas la parole au peuple, ça lui confisque encore plus les primaires. Alexis Corbière, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, vous restez avec nous dans ce 8-30 politique. France Info. Le 8-30 continue sur France Info avec notre invité, le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, Alexis Corbière et Yael. Oui. Cette nouvelle semaine noire pour François Hollande. Un télescopage terrible pour le président, une interview à l'Obs pour essayer de se relancer et au même moment, un livre ravageur, un livre de confidence entre les excuses aux magistrats, entre les sans-dents, ses propos sur l'immigration, son opposition à Notre-Dame-des-Landes. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué, Alexis Corbière ? Ce quinquennat se finit un peu comme il a commencé, dans la confusion, mais là ça prend un côté assez singulier effectivement, parce que vous vous souvenez, Jean-Luc Mélenchon avait fait rire la France entière en disant que François Hollande c'était son programme un pédalo dans la tempête. Mais là ce qui est singulier, c'est que Hollande déclenche lui-même les tempêtes. Donc il fabrique lui-même des polémiques. Bon, moi le désaccord majeur que j'ai avec monsieur Hollande, c'est sa politique, c'est pas ces petites phrases et des heures qui passent avec des journalistes pour faire ce genre d'ouvrages qui sont plus des testaments finalement. Moi le désaccord amène à ce que, vous le savez, notamment ce week-end, nous allons réunir cette convention nationale de la France insoumise. Moi je veux construire le futur, ne plus être dans une polémique permanente avec monsieur Hollande. Tout le monde sait ce que Jean-Luc Mélenchon ou moi-même pensons du quinquennat de François Hollande. Il faut construire le futur, c'est ce que nous faisons cet après-midi, nos 650 conventionnels tirés au sort, les 1000 personnes qui vont se réunir, notre programme l'avenir en commun. De Mélenchon. Et voilà, et cette nouveauté que nous allons le présenter à tous les Français, un programme et un candidat pour aller à l'élection présidentielle. Pour revenir à François Hollande, quand même, Yael, gros malaise chez les proches du président et au-delà. Oui, sur le mode, mais que diable est-il encore allé faire dans cette galère ? Manuel Valls le recadre à sa façon, et c'est inédit depuis le Canada. C'était jeudi au micro de Laurence Perron. Il faut que nos comportements soient dignes, il faut de la pudeur, il faut de la hauteur de vue, il faut être sur les sujets qui intéressent les Français et concentrer sur une seule tâche, servir notre patrie et servir nos compatriotes. Alors, si même le Premier ministre le lâche, c'est la fin ? Oui, on verra, je ne sais pas s'il le lâche. Écoutez, les leçons en plus de morale de monsieur Valls, moi je garde en mémoire que cet homme a imposé une loi qui concerne des millions de Français, le droit sur le travail, la loi El Khomri, par l'article 49.3. Ça, ce n'est pas digne. Ça, ce n'est pas de la hauteur. Ça, ce n'est pas respecter la représentation nationale. Ça n'est pas respecter l'opinion des Français. Donc on voit bien aujourd'hui ce couple... président, Premier ministre peut-être s'affaiblit, mais ce qui l'a affaibli d'abord, ça n'est pas ce bouquin de 700 pages, c'est la politique sociale, écologique du gouvernement, ou du moins anti-écologique de ce gouvernement qui est menée depuis 2012. C'est là-dessus, je crois qu'il faut aujourd'hui s'opposer et qu'il faut construire un avenir meilleur. Parce qu'il y a peut-être, y compris, on peut imaginer, une manœuvre de la part du président de l'État de créer un bruit autour de ses propres paroles pour en quelque sorte, comme une ardoise magique, laver de son bilan et qu'on n'en parle plus. Non, moi je veux aussi tirer un bilan de ce qu'il a fait et de ce qui est particulièrement mauvais pour mon pays. La semaine politique aura aussi été marquée par le coup de froid entre Paris et Moscou sur le dossier syrien. Vladimir Poutine ne viendra pas à Paris, en tout cas pour l'instant. Il l'a expliqué mercredi soir sur TF1. Je suis profondément convaincu que ce sont nos partenaires occidentaux, et en premier lieu bien sûr les États-Unis,
qui sont responsables de la situation qui s'est formée dans la région en général et en Syrie en particulier. On ne comprend pas bien ce que Jean-Luc Mélenchon pense dans ce dossier syrien. Dire que Poutine commet des actes de guerre à Alep, ce ne serait que du bavardage, selon votre candidat? Alors, cher Yael Boss, vous m'interpellez avec une forme de taquinerie. Je vais faire une mise au point très claire. Jamais Jean-Luc Mélenchon n'a considéré que les bombardements à Alep étaient du bavardage. Jamais. Et d'ailleurs, j'interpelle à travers ce micro l'AFP qui écrit des choses qui sont inexactes. Et la dignité du débat impose à ce que les journalistes fassent proprement leur travail. Qu'a dit Jean-Luc Mélenchon? C'est parti pour la guerre Mélenchon journaliste? Non, mais en l'occurrence, écoutez, quand vous m'invitez à France Info, vous déformez pas les propos, on est d'accord. Donc il peut arriver aussi qu'on se trompe. Là, en l'occurrence... Qu'est-ce qui a été dit précisément? Alors, qu'est-ce qui est dit? C'est de considérer que aujourd'hui, la manière dont M. Hollande prend le débat, d'un point de vue géopolitique, qui consiste à faire des déclarations qui n'ont aucun effet réel, notamment de dire qu'on va traduire M. Poutine devant une cour pénale internationale, ce qui est juridiquement impossible, pour toute une série de raisons que je pourrais détailler, notamment parce que la Syrie ne reconnaît pas la cour pénale internationale, et pour qu'un pays puisse être amené devant la cour pénale internationale, il faut que les méfaits qui lui soient reprochés soient dans un endroit où il y a une reconnaissance. Deuxièmement, la Russie, si le Conseil de sécurité de l'ONU était saisi, évidemment, ne voterait pas pour. Bref, c'est impossible. Alors on voit bien qu'il y a une gesticulation, et le fond du problème aujourd'hui, c'est que la France doit marcher devant pour être un facteur de paix. D'accord, de paix. Et nous devons discuter avec la Russie, parce que dans cette région, il y a beaucoup d'autres choses qui ne sont pas conformes à la conception que je me fais d'un apaisement de la situation. Par exemple, on pourrait discuter de la manière dont l'Arabie Saoudite bombarde au Yémen avec l'aide des États-Unis. Donc Mélenchon n'est pas l'ami de Poutine. Non, nous ne sommes pas l'ami de Poutine, que les choses soient claires, nous ne l'avons jamais été. C'est caricatural. Vous savez, des gens dont je me sens le plus proche, notamment en Russie, il y a monsieur Oulatsov, qui notamment actuellement est en prison depuis 5 ans. Donc mes amis en Russie sont en prison. Mais ceci dit, la France, si elle ne doit pas être alignée sur les États-Unis, et je le souhaite, elle doit créer un facteur de paix et discuter avec tout le monde. Et pas cette invitation fait à M. Poutine il y a une semaine pour aujourd'hui lui dire qu'on le recevra pas, et cette tension inutile. Messieurs, je vous arrête, on a bien compris votre point de vue sur ce point. C'est l'heure du coup de fil surprise dans le 8-30 politique, et c'est un socialiste, François Calfon, qui vous écoute. Alexis Corbière. Bonjour François Calfon. Bonjour. Le porte-parole d'Arnaud Montebourg a une question très directe à vous poser. Écoutez, bonjour Alexis Corbière. Je salue aussi à travers lui Jean-Luc Mélenchon, avec qui on peut avoir un certain nombre de convergences. Donc il n'y a là aucune forme d'acrimonie dans mon propos. Simplement, je me pose une question assez simple. Jean-Luc Mélenchon veut-il vraiment être président de la République? Pourquoi je me pose cette question? Parce que finalement, être président de la République, c'est additionner, c'est rassembler. Alors je m'aperçois que Jean-Luc Mélenchon, finalement, s'est isolé. Il était allié au Parti communiste en 2012. Il est maintenant plutôt seul. Refuse les primaires de la gauche, qui n'est pas la gauche communiste, mais enfin quand même. Bref, il n'y a aucun allié dans son camp, ce qui est quand même assez préjudiciable pour finalement mener une action de rassemblement à la fois de la gauche et puis le lendemain du pays. D'ailleurs, cela se traduit par la difficulté que vous avez à avoir des signatures de maires, des signatures d'élus pour porter cette candidature. Il y en a même beaucoup. François Calfon, on va écouter la réponse d'Alexis Corbière, s'il vous plaît. Juste je termine. Comment allez-vous faire finalement pour rassembler? Parce qu'aujourd'hui, on entend bien la radicalité dans le propos de M. Mélenchon, mais on n'entend pas le rassemblement ou la responsabilité. Alexis Corbière. Oui, je salue François Calfon, mais c'est très politicien comme façon de voir les choses. Moi, ce que je veux rassembler, c'est le pays, fédérer le peuple. Monsieur Calfon ne voit-il pas que la moitié de nos concitoyens se sont abstenus? La grande majorité des gens n'ont que faire de cette primaire du Parti socialiste. Ils ne veulent pas choisir entre un ancien... sur le Parti communiste, pourquoi partir? Non, mais attendez, laissez-moi terminer là-dessus. Ils veulent pas choisir entre le président de la République ou son ministre ou ses anciens ministres. Monsieur Montebourg, par exemple, porte une part de responsabilité du bilan de Monsieur Hollande. Donc, la primaire, ça peut pas être une ardoise où Monsieur Montebourg apparaît comme un homme nouveau. Donc, c'est important parce que Monsieur Calfon doit le comprendre. Moi, je souhaite, et j'entends dans ce que dit Monsieur Montebourg, il y a des choses qui sont intéressantes. Mais Monsieur Montebourg, à l'arrivée, si c'est Hollande ou son remplaçant qui l'emporte, il sera pas candidat. Il parlera pas aux millions de Français. Mais c'est intéressant ce qu'il vous dit sur les maires. Vous avez 200 parrainages. Je termine là-dessus. Moi, je souhaite plutôt que M. Calfon nous dise que s'il est battu à la primaire, il appellera à voter pour M. Mélenchon. Ça, ce serait clair et ce serait plus intéressant. Réponse de M. Calfon. Non, et après. Si. Est-ce que vous appellerez à voter Mélenchon? Non, moi, je crois pas. Je ne crois pas à ça. J'ai entendu, bien sûr, qu'il était facile de tirer au bal-trap sur la primaire de la gauche, mais vous n'avez pas répondu, Alexis Corbière, mais sur le fait que vous n'êtes même pas en situation de rassembler les communistes et ceux qui vous ont soutenu en 2012. Mais c'est pas vrai. Donc, ça m'inquiète un peu. Mais vous n'êtes pas attendez, vous n'êtes pas le porte-parole du Parti communiste qui prendra sa décision. Non, si c'est pas Monsieur Calfon qui est devenu porte-parole du Parti communiste français. Ce serait méprisé. Ce serait méprisé. Ah non, cet après-midi, je le répète, il va y avoir 1000 personnes qui vont être réunies, 136 000. C'est beaucoup plus nombreux que Monsieur Montebourg. Nous sommes beaucoup plus importants. Et enfin, sur la signature des
30 maires, je secondes termine avant l'info, là-dessus. messieurs. Cher François Calfon, ne marchez pas sur un chemin qui est dangereux. Ce qui se passe aujourd'hui sur les maires est honteux. La pression qui est mise par le Parti socialiste pour faire peur à des élus, pour nous soutenir, est scandaleuse. Quelle que soit l'opinion qu'on a de Jean-Luc Mélenchon, il est hors de question qu'un grand candidat comme lui rencontre une difficulté. Nous allons y arriver. Mais vous savez, moi, François Calfon, il y a 5 ans, cher Rapidement, François, s'il nous vous plaît. discutions, vous souteniez Dominique Strauss-Kahn, aujourd'hui Montebourg. Moi, je préfère la constance de Merci, Jean-Luc Mélenchon. merci, messieurs. Ça me semble plus clair pour parler aux Français. François Calfon, merci, porte-parole d'Arnaud Montebourg, merci d'avoir été avec nous sur France Info. Le 8h30 politique continue dans un instant avec Alexis Corbière, Yael. Il n'est pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni tribun. Vous pouvez la continuer, l'internationale, là, comme ça, un petit peu. Il n'est pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni tribun. Le futur, décrétons-le nous-mêmes. Je vous pose la question parce que nos confrères d'RTL cette semaine expliquent que Jean-Luc Mélenchon ne jouera plus l'international à la fin de ses meetings et à la fin de ses réunions publiques. Est-ce que vous pouvez confirmer cette information-là? Jean-Luc Mélenchon n'est pas un musicien, il ne jouait pas l'international. Il entonnait, Non, bien mais sûr. Écoutez, ne fera plus jouer. Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il n'a pas dit des choses comme ça. Non, la question au-delà de ce qu'a déclaré ou pas Jean-Luc, c'est une réflexion sur nous créons un mouvement nouveau, la France insoumise. C'était une question simple, hein. C'est vrai. Je sais pas, on verra. Mais moi, à titre personnel, je pense qu'il faut. Alors attendez, ça peut être vrai. Moi, je parle en mon nom. Je pense que c'est intéressant que nous mettions en place des nouveaux symboles, des nouvelles couleurs, et que ceux qui nous rejoignent, qui ne sont pas nécessairement des gens de gauche, qui font partie de cette histoire. Moi, je trouve que c'est un chant fabuleux, mais j'adore aussi les chants Donc, j'ai pas révolutionnaires. vraiment compris. Vous voulez que Jean-Luc Mais Mélenchon vous voulez une réponse continue définitive à une question pour l'instant que l'on ne s'est pas posée. Et donc c'est pour ça que je vous réponds en Donc toute cet honnêteté. après-midi à Lille, l'international sera joué. Je sais pas, c'est possible que non, mais Pour vous, c'est pas assez fédérateur, en tout cas, on le comprend bien. c'est un chant qui exprime une certaine tradition révolutionnaire, mais il y a plein de gens qui sont d'accord avec nous sur le plan écologique, social, démocratique, qui portent la même exigence que nous, mais qui peut-être ne se sentent pas concernés par ce chant. C'est ça qu'on veut dire. Regardez d'ailleurs, mais il y a déjà un élément de réponse. Regardez les codes couleurs que nous utilisons dans cette campagne, la France insoumise. Il n'y a pas du rouge. On va changer complètement de sujet. Mais c'est un chant magnifique, hein. Absolument. On va parler télévision. Est-ce que vous étiez devant votre poste de télé dimanche soir à 20h50 ou alors est-ce que vous avez regardé en replay l'émission Ambition Intime? J'en ai regardé en replay, oui. D'accord. Est-ce que pour vous, c'est la place des politiques que d'être là? Il y a des sociologues, notamment Dominique Volton, dans Le Parisien, il y a quelques jours, qui était très chafouin, qui expliquait que, à force de voir des politiques dans les médias, le grand public risque de se demander quand travaillent-ils? Qu'est-ce que c'est que cette collusion des politiques avec les médias? C'est un risque? C'est quelque chose que vous partagez comme avis? Si les choses sont mal faites, c'est toujours dangereux. Moi, de ce que j'ai vu, malgré tout, ça peut donner une certaine connaissance différente, un angle différent des responsables politiques. Donc, écoutez, prendre uniquement cette émission, ce serait plutôt, il faudrait mieux avoir une réflexion globale sur des choses qui dégradent la vie politique. Il y a parfois des émissions dites politiques qui relèvent pas le niveau. Tout à l'heure, moi, j'ai dit que j'étais en colère, par exemple, sur la manière même dont un grand organe de presse comme l'AFP peut parfois déformer les propos. Donc, vous voyez, des organes dits sérieux sont parfois moins sérieux. Mais pour répondre à votre question, par exemple, Jean-Luc Mélenchon a assumé plusieurs fois et a trouvé intéressant de s'exprimer dans Gala ou dans Voici, qui sont des journaux people, comme on dit, mais où il venait parler politique. Parce que ce qui est intéressant, c'est de parler au plus grand nombre. Antoine Baillet, justement, on parle encore de politique. Absolument. Mercredi, 11h40, sur Twitter, Valérie Trierweiler publie des vieux SMS privés que François Hollande lui a adressés en 2008, dans lesquels il parle de sans-dents. Vous savez que l'expression des sans-dents fait polémique parce que Valérie Trierweiler explique que c'est ainsi que François Hollande désigne en privé les personnes pauvres. François Hollande conteste. Donc à 11h40, mercredi, Valérie Trierweiler publie la preuve, selon elle, que François Hollande parle bien des sans-dents. Mercredi, 13h, le porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll, fait son point presse d'après Conseil des ministres. Il est interrogé sur le sujet. Il s'est passé à peu près 1h30 entre le tweet et la réponse de Stéphane Le Foll. On va écouter comment il s'en sort. Moi, je ne suis pas un tweetos acharné, mais je ne sais pas ce qui est dit dans ce tweet de Valérie Trierweiler, mais moi je ne vais pas continuer ces commentaires. Alors, c'est quoi ce tweet? Je vais commencer par celui du bas. Ah oui, parce qu'en plus, il y en a plusieurs. Le blanc, mais en vrai, là, il y a eu 4 secondes de blanc. En vrai, le blanc de Stéphane Le Foll dure 15 secondes. Il est perdu, il ne sait pas quoi répondre. Je crois qu'il n'en croit pas ses yeux, en fait, de ce qu'il est en train de lire, puisqu'un journaliste lui a montré les tweets de Valérie Trierweiler pendant la scène. À ce moment-là, quand vous entendez cette scène, vous avez un peu de compassion quand même pour Stéphane Le Foll et François Hollande.
c'est pas le mot de compassion, mais je me mets c'est un exercice sans doute difficile. Mais surtout, faut prendre un peu de recul. Le problème, c'est, moi, Jean-Luc Mélenchon se tient à cette règle. La vie privée des hommes politiques, pour le coup, avec qui ils vivent leur couple, ça ne doit pas être un argument de campagne. Et là, la difficulté, c'est que se mélange l'intime, une rupture avec le politique. Mais c'est Monsieur Hollande aussi qui l'a voulu en quelque sorte, parce que Madame Trierweiler était beaucoup à ses côtés. Il l'a beaucoup montré. Je me souviens le soir de la victoire, elle était là, ils s'embrassaient sur scène, etc. Donc, en quelque sorte, c'est aussi le moyen par lequel il a lui-même fabriqué un personnage qui se retourne contre lui. Et on se retrouve, nous, convoqués à assister à tout ça. Bon, ça, je crois pas que ça relève vraiment le niveau du débat politique. Surtout en 2017, c'est pas ce genre de choses que je crois que les Français ont envie d'entendre pour revenir à l'action civique. Merci beaucoup Antoine Baillet. Le 8-30 politique touche à sa fin. Yael Goz, un œil sur la semaine à venir. Oui, très rapidement, lundi, Florange, le président en pèlerinage dans les Hauts-Fourneaux. Est-ce que c'est courageux de revenir là-bas ou est-ce que c'est grosse ficelle de com'? Oui, grosse ficelle de com'. C'est un peu l'assassin qui revient sur les lieux du crime. Moi, je crois pas qu'il faut arrêter ces histoires comme ça. On n'attrapera pas les Français avec ce genre de combine. C'est un dossier lourd sur lequel ce gouvernement a échoué et n'a pas tenu sa promesse. Bon, voilà. Je crois que désormais, il faut passer à autre chose. C'est ce qu'on travaille, nous, cet après-midi, à Lille, dans notre Convention nationale des Insoumis, avec notre candidat Jean-Luc Mélenchon. Merci beaucoup, Alexis Corbière, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Merci d'avoir été l'invité du 8-30 politique ce matin. Merci.